Parlez-nous de l'amour inconditionnel, Ouais, Julie. vous êtes en train de parler, vous m'avez parlé du déni. Je disais que Oui, c'était aussi un sujet oui, qui était important on dans vous la écoute. dynamique de ce que je Ah propose, bon, d'accord, oui. puisque le déni, en fait, c'est un peu l'opposition. Enfin, sur le cas, c'est un peu l'endroit où la lumière ne peut pas vraiment traverser, vivre. On ne peut pas habiter cet espace de nous-mêmes pleinement. Donc, réhabiliter l'espace de ce déni, c'est prendre conscience, c'est accepter. Oui. Vous vous rendez compte de ce Se que ça... dépouiller des croyances qu'il y a autour de ce Oui. déni, des fausses croyances, Le et pro- en même temps oui. permettre à l'amour qui est déjà là, qui est déjà présent, qui est déjà au sein de ce déni. Si le déni c'était comme une noix, la coquille, ce serait ce qui maintient ce déni, La gangue, oui. d'accord. Et puis dedans, la noix, c'est la lumière. Oui. Et même dans la coquille, il y a de la lumière. Donc, si on met en vibration ces éléments, par eux-mêmes, ils vont se dépouiller, se dissoudre. Et on va réhabiliter cet espace d'amour qui est naturellement, c'est de l'alchimie, c'est naturel. Le problème, c'est que tout le monde peut renvoyer au déni de l'autre. C'est ça le problème. C'est ça qui est un peu embêtant. C'est qu'en fin de compte, les gens... Par exemple, moi, si je dis, vous êtes dans le déni que les hommes et les femmes, c'est pas la même chose, Ouais. ils vont me répéter, vous êtes dans le déni que c'est la même chose. donc finalement, chacun peut dire, mais c'est vous qui ne voulez pas voir les choses comme elles sont. Mais à ce moment-là, on est quand même obligé, c'est pour ça que je parle vraiment du déni, il y a quand même des choses qui sont tellement évidentes dans leurs différences qu'on voit bien que où est le déni. Bon, on peut évidemment dire que tous les êtres humains sont pareils parce qu'ils ont tel, mais il y a tellement de choses majeures qui sont fondamentalement différentes que dire que là, là, il n'y a pas de différence. Quand même, le mauvais déni, c'est quand on est totalement à l'encontre de ce qui frappe, ce qui est évident. J'apporte une nuance par rapport à ce que j'ai formulé tout à l'heure. Je vous en prie, oui. J'ai pas dit que tout était pareil. J'ai dit justement à travers le tronc commun qui nous relie tous. Oui, alors préciser en effet, oui. La différence est mise en lumière. Oui. Voilà. Au lieu de partir de la différence qui nous, des fois, nous sépare, on part de ce qui nous rassemble. Ah, mais toujours. Pour mettre la différence en lumière. Ah oui, ben moi je suis tout à fait. Enfin, je suis. Cet élément de différence, c'est quelque chose qui apporte et qui résonne avec la différence qui est à l'intérieur de vous, qui permet à cette différence d'exister. Et ces différences se multiplient. Oui, je comprends parfaitement votre argument. Travaille ensemble. Mais œuvre ensemble. Je comprends cet argument, moi-même j'aurais tendance à l'utiliser, mais pas tout à fait de la même façon. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'il faut toujours partir d'un champ très large et après on affine, on décante. Moi je prends toujours l'exemple, par exemple d'un bloc de marbre, le sculpteur, il ne va pas sculpter sans qu'il y ait un élément au départ. Donc il va différencier. Mais si vous nous dites qu'effectivement, je ne suis pas sûr que ce soit très, très constructif, si vous dites effectivement qu'à la base, nous sommes pareils et qu'on va prendre conscience de nos différences, bon, pourquoi pas après tout. Mais en même temps, on peut aussi dire les femmes sont toutes pareilles, mais on va les différencier entre elles. C'est-à-dire que la question est de savoir à quel moment on va mettre en place une différenciation. Moi, je préfère appliquer votre modèle en ce sens-là. Je suis bien conscient que tous les gens d'un même groupe ne sont pas identiques, mais je perçois de l'extérieur ce qui est leur tronc commun, et après, je suis disposé à les distinguer. Par exemple, une fois que j'ai dit que toutes les femmes se ressemblaient, je dirais après qu'elles sont différentes les unes des autres, mais en tant que femmes. C'est-à-dire au sein du groupe en question, par exemple, nous sommes français, nous parlons français, donc nous parlons la même langue, de la même façon, à peu près. Maintenant, on peut essayer de distinguer notre façon de parler cette langue. Maintenant, si on va comparer nous en train de parler français avec des gens qui parlent une autre langue, ou un étranger qui parle français à sa façon, etc., ça n'a plus la même chose. Il faut distinguer ce qui est comparable. C'est-à-dire, si les choses se ressemblent, alors là, ça devient intéressant de les distinguer. Mais si elles ne se ressemblent pas, ça ne veut rien dire. Donc, on ne va pas distinguer ce qui est déjà distingué.
Donc dire que les hommes et les femmes, il faut déjà les distinguer, c'est une absurdité puisqu'elles sont déjà distinguées. En revanche, prendre un groupe plus homogène, qui est perçu comme faisant vraiment groupe, et là dire, mais oui, bien entendu, il va falloir passer de l'objectivité globale à la subjectivité individuelle, tout à fait. Mais donc je ne vous suivrai pas en disant la méthodologie me convient à condition qu'elle s'applique à des groupes qui sont déjà relativement bien définis. J'entends bien parce que on parle pas du même point de vue en fait, on parle pas du même espace à l'intérieur de nous-mêmes. Notre langage ne part pas du même espace. Vous parlez de la même expérience. Ah oui. Dans votre regard. Ah oui. Sans aucun jugement, je ne dis pas oui. que le mien est meilleur que le vôtre. Non, mais j'essaie de comprendre. Même espace à l'intérieur de nous. Peut-être, je ne sais pas. Oui. Alors, bon, moi je ne sais pas, je ne dis pas le contraire, mais au niveau, disons, du coaching, au niveau du conseil, puisqu'on est comme dans un salon là-dessus, je pense quand même que les problèmes de beaucoup de personnes viennent des questions qu'on a abordées. C'est-à-dire des faits que les gens, on leur a imposé ou ils ont imposé des valeurs qui ne sont pas les leurs, qui sont d'un autre groupe, et comme on leur dit que ces groupes n'existent pas, ils ne se méfient pas. Hein? C'est dans ce sens-là que vous entendez ce que je dis. Non, je ne suis pas en train de vous faire dire ce que vous dites. Je vous dis, moi, ce que je dis simplement. Vous entendez le tronc commun et tout ça, moi je ne mets pas ces informations spécifiquement dans ce sac-là. Parce qu'il n'y a pas vraiment de sac. Je parlais plutôt d'énergie à ce moment-là, qui se véhicule à travers nous. Oui. De source de vie. Oui, mais tout à l'heure, on a bien montré à quel point l'énergie masculine n'a pas la même intensité que l'énergie féminine et qu'elle ne se développe pas, elle ne se profite pas de la même manière. Donc, je ne peux pas... Moi, je traduis, j'écoute ce que vous dites et dis, justement, quand vous dites justement... Excusez-moi. Le chaman urbain et la thérapie globale à 15h au jardin 1 et jardin 2. Quand il m'a fait perdre un peu le fil de mon discours. Vous traduisez ce que je dis. Oui, je disais que vous avez bien, très bien défini l'énergie masculine quand vous dites que vous intervenez et que ça suit son cours après, ça travaille la personne après qu'elle vous ait quitté. Ça me paraît une excellente définition de votre énergie masculine. Et je pense que, donc là, vous êtes tout à fait, à mon avis, dans le vrai. Maintenant, vous ne l'identifiez pas comme l'énergie masculine, mais peu importe, vous l'avez décrite correctement. En revanche, il y a d'autres façons de fonctionner, qui ne sont pas les nôtres, qui sont autrement, c'est-à-dire, voilà, il faut répéter, il faut revenir, vous savez très bien comment ça se passe, par exemple, au niveau de la pédagogie, etc. Voilà, il faut faire acte de présence, le travail, oui, on avait esquissé ça, et puis ça m'avait sorti l'esprit. La philosophie du travail n'est pas la même, voyez-vous. Les gens, nous vivons dans une société où il faut avoir fait un certain nombre d'heures de travail pour mériter un certain salaire, et quelqu'un qui passerait une heure à lancer quelque chose, par exemple, je sais pas, moi par exemple je suis compositeur, je peux passer un quart d'heure à faire une œuvre. Après tout, si mon œuvre était intéressante, ça pourrait suffire pour la semaine, à la limite, voyez-vous. C'est le problème du qualitatif et du quantitatif. Moi, je donne toujours un exemple un peu grotesque, ce fameux débat sur est-ce que les gens sont payés de la même façon pour le même travail. C'est un faux débat, parce que qu'est-ce que c'est que ce travail? Donc c'est une conception très bas de gamme du travail. Moi, je donne un exemple. Je dis par exemple, prenez une hôtesse. Vous cherchez une hôtesse pour une entreprise. Est-ce que vous prenez une hôtesse qui a 20 ans, une hôtesse qui a 70 ans? Normalement, on peut avoir une hôtesse de 70 ans qui va faire les mêmes heures de travail que l'hôtesse de 20 ans ou 25 ans. Mais est-ce que ça sera la même énergie? Est-ce que ça sera le même travail et le même service, voyez-vous? De même, vous pouvez par exemple avoir un professeur qui donne des cours et qui en une heure apporte beaucoup plus à ses élèves qu'un autre professeur qui donne 10 heures de cours. Donc c'est bien. Et c'est ça le gros problème. C'est même la pomme de discorde entre les hommes et les femmes. C'est que les femmes envient chez l'homme
cette faculté de faire des choses fortes en peu de temps. Alors qu'elles, elles sont laborieuses, elles sont besogneuses. Elles ont besoin de beaucoup plus de temps et ça est devenu une valeur majeure. Et cette valeur majeure, elles veulent l'imposer à leurs enfants, à leurs garçons, à leurs maris, etc. Et donc finalement, pour plagier, pour paraphraser Marx, on est dans la guerre des sexes, c'est-à-dire que chacun veut imposer son modèle à l'autre. Hein, c'est comme quand on envahit un pays, on veut lui imposer sa propre loi. Elles veulent nous imposer leur loi, tout en revendiquant quelque part, ce qui est assez paradoxal, c'est ce que j'appelle la dialectique fascination-déni. Elles sont dans le déni de la différence, mais en même temps, c'est ce déni de la différence vient de la fascination. Quand vous êtes fasciné par quelqu'un, vous voulez lui ressembler. Et quand on vous dit que vous ne lui ressemblez pas, vous êtes frustré. Donc, et à ce moment-là, vous dites si, voyez-vous. Donc finalement, on ne peut pas dissocier le déni et la fascination. Le déni, c'est en fin de compte, à la base, je nie que je suis fasciné par l'autre, par ses valeurs, et je nie que ses valeurs sont différentes des miennes. Mais en réalité, et donc je vais affirmer que je suis comme l'autre, et à ce moment-là, c'est l'autre qui va dire non, vous n'êtes pas comme moi. Ce qui fait que les hommes aujourd'hui sont obligés de dire aux femmes non, ce que vous revendiquez, ça n'est pas vrai. Vous revendiquez d'être nos égaux, ce n'est pas vrai. Parce que le mimétisme déclenche forcément un rejet. Si quelqu'un prétend être comme vous alors qu'il n'est visiblement pas comme vous, il nie qu'il n'est pas comme vous, mais vous allez nier qu'il est comme vous. Ce sont des nids qui vont s'opposer nécessairement et c'est inévitable. Si quelqu'un revendique quelque chose qui n'est pas vrai et nie que... Voilà. Et donc finalement, il y a une sorte de sophisme qui m'amuse beaucoup. C'est quand, imaginons, par exemple, les femmes vont dire « Tous les êtres humains sont pareils, je suis un être humain, donc ce que je crois et ce que je pense est valable pour tous les êtres humains. » C'est exactement comme ça que ça fonctionne en fait. Et c'est ça qui est très dangereux. Sous prétexte qu'on est tous pareils, ce que chacun pense, il croit avoir la légitimité de l'imposer à tous les autres, puisque sous prétexte que nous sommes tous pareils. Voyez-vous, nous vivons dans un monde compliqué et un peu vicieux et un peu pervers. Voilà, merci encore une fois.